Alors, du coup, moi, je m'appelle Vanessa Ferrassin, je suis interne de 4e semestre de dermato et c'est ma toute première conférence Khalifa. Donc, je vous dis ça parce que, bah, déjà, pour les trucs d'ordinateur, etc., j'espère que ça va pas bugger. Et puis, surtout, voilà, n'hésitez pas, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, si vous voulez que je change quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire pendant parce que, bah, c'est la première. Ah, je vais lancer le truc, ouais. Et avant la deuxième, tu veux. Ah, bah, donne-les-moi au cas où ça bug. Voilà. Je vais rien toucher pour le moment, mais au cas où. Voilà. Au pire, tu les laisseras. Ouais, là, Là. Ouais, voilà. ça roule. Je vais leur dire. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, je dois lancer ça parce qu'il y a des gens. Vous m'entendez dans le chat là? Je crois qu'il y a des gens en visio. Hop, partage. Est-ce que ça partage le bon? Voilà, bon, normalement c'est bon. Fichage de l'écran 2, enregistrement. Oui, super. Bon, très bien. Il m'entend. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez ralentir, accélérer ou quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement combien de temps je tiens avec la conf, mais bon, on avisera. Et normalement, vous aurez une petite pause de 15 minutes au milieu à peu près. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. Enfin, le but, c'est que ça soit le plus interactif possible parce que voilà, la dermato, c'est bien que vous voyez des images, que vous répondiez ce que vous voyez, ce que vous pensez. C'est comme ça que vous allez progresser. Donc, on y va. Pour commencer, s'il veut bien. Allez. Donc, on commence par des petites photos déjà cliniques où vous me dites, vous décrivez la photo et vous me dites ce que vous en pensez. J'aimais bien l'idée de commencer la conf avec une photo de fesses parce que c'est ce qu'on voit beaucoup en dermato, donc c'est assez représentatif de ce qu'on fait tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ok. Ça, c'est le diagnostic. Et qu'est-ce qui t'a mené à ce diagnostic? Le blanc. Ouais. Donc, exactement, ouais. Ouais, exactement. Donc, on est dans les plis. Donc, c'est ce qu'on appelle un intertrigo. Et après, donc, on voit du rouge, donc de l'érythème. On voit du blanc, donc un dépôt blanchâtre dans le fond. Et on voit une petite érosion ici. Et donc, oui, on est dans le cadre d'un intertrigo des grands plis plutôt à candida. On en reparlera pendant la conf, mais le fait que ça soit blanchâtre avec une fissure, ça évoque plutôt cette cause de champignons. Ensuite, ici. C'est dans un pli. Là, c'est moins squameux. Il y a quand même des squames. Alors, est-ce que c'est des squames? La photo est peut-être pas super, mais ouais, en haut, non. Et quand on grossit, on a l'impression, ouais, c'est pas loin. C'est blanc à l'intérieur, du coup, c'est plutôt des pustules. Ouais, c'est ça, c'est des micro-pustules, des plis. Est-ce que ça vous évoque un diagnostic? Comme ça, des placards rouges, vraiment en nappe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle de peau saine et il y a des petites pustules comme ça, des micro-pustules, c'est majoritairement dans les plis. Ouais, très bien. Une toxidermie de type PEAG, très bien. Exactement. Pustulose exanthématique, aiguë généralisée, c'est majoritairement dans les plis. Bon, souvent, vous aurez le contexte qui vous aide, hein, mais c'est un peu pour que vous repériez la clinique qui doit vous alerter. Donc ici, on est un peu aussi dans le domaine des pustules, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez de ces pustules? Ouais, exactement. Ouais, bravo. Elles ont le centre, enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose au centre, donc on pourrait penser que c'est des pustules qui sont centrées par des poils. Est-ce que c'est vraiment des furoncles? Il y a un centre nécrotique, non? Non, c'est croûteux. Là, ce que tu vois là, c'est croûteux. Et le centre, c'est juste le poil que tu vois sortir. Mais je suis d'accord que parfois, c'est pas facile de voir la différence. Mais un furon, ça sera beaucoup plus infiltré, plus gros. Là, on a vraiment l'impression que c'est une petite pustule posée sur la peau. Donc, c'est plutôt dans le domaine des folliculites. Pas loin. C'est un peu tout ce domaine-là. Ne vous en faites pas, on va tout revoir. C'est quoi ce qui est noir? Là, c'est de la croûte. C'est pas de la nécrose. Ouais.
Mais c'est bien d'avoir le réflexe nécrose, mais c'est de la croûte. C'est en fait quand on perce une pustule, après, bah, c'est à vif et ça fait une croûte comme quand on tombe dans la rue, quoi. Ouais, on va revoir tout ça, mais en gros, un furon, c'est une inflammation du poil aussi, mais qui est plus profonde. Du coup, c'est quelque chose de plus infiltré, plus érythémateux. Mais tu vas voir les photos tout à l'heure, tu vas voir la différence. Et il y a un tourbillon nécrotique, mais c'est surtout en fait la grosseur, la taille, etc. Donc voilà, dans le domaine des folliculites, et là, un petit peu plus compliqué, on voit que c'est un enfant, il a de la fièvre. Ouais, exactement. Il y a de la peau qui se décolle et il est rouge. Vous êtes d'accord pour dire qu'il est rouge? Là, on voit ce petit décollement. Tu disais? Alors, c'est pas mal. En effet, on voit qu'il est probablement tout rouge, mais l'érythrodermie, on n'est pas dans un contexte aigu. On verra aussi, mais c'est plutôt chronique. Là, on est dans un contexte vraiment aigu, il a de la fièvre et il décolle chez un bébé. Ça vous évoque un diagnostic? Ça pourrait, parce que décoller, fièvre, etc., on pourrait penser à un Lyell. Mais là, chez un bébé, ça doit vous évoquer ce qu'on appelle l'épidermolyse staphylococcique ou la scarlatine staphylococcique, qui est vraiment plus classiquement chez les enfants, parce que les enfants, c'est rare qu'on leur mette des médicaments quand même. Donc, les toxidermies sont beaucoup moins rares et on est plutôt dans le domaine de l'infectieux. Et ça fait comme ça, c'est le SSSS, donc c'est le syndrome du bébé ébouillanté, quoi, parce que toute sa peau se décolle. Voilà, on va passer au DP. Ça va? Alors, premier dossier progressif. Vous êtes de garde et Monsieur J, 62 ans, se présente aux urgences. Il a pour unique antécédent une HTA traitée par candesartan. Depuis hier midi, il a présenté brutalement une sensation fébrile avec frisson, accompagnée quelques heures plus tard de ce placard rouge et douloureux sur sa jambe gauche. Ses constantes sont: il est fébrile à 39, il a une tension normale haute, il est un peu tachycarde, mais c'est pas étonnant pour quelqu'un de fébrile, et il sature bien, il est en bon état général. Vous avez ses mensurations. À quoi vous pensez en premier? Ouais, très bien. Dermohypodermite aiguë bactérienne. Bravo. Vous suspectez vous voulez que je revienne peut-être? Bon, pas de thrombose parce que c'est pas une thrombose classiquement, c'est pas rouge, pas d'eczéma parce que c'est brutal, il y a de la fièvre, on n'est pas dans ce domaine-là, ça le gratte pas, et on n'est pas trop dans le domaine de l'insuffisance veineuse parce que ça serait bilatéral. Donc vous suspectez une dermohypodermite bactérienne. Quels sont les signes de gravité évocateurs de fasciite nécrosante que vous devez rechercher systématiquement? Mmh. Crépitation neigeuse, très bien. Ouais, très bien, bravo. Et pourquoi pas la E? Ça fait AOMI, et c'est surtout qu'en fait, c'est très fréquent dans un érésipèle, parce que là, on est dans le domaine des érésipèles, avec l'œdème, on ne sent plus le pouls. Donc, en fait, ce n'est pas un critère de gravité. Et les flictènes aussi, c'est très classique, c'est mécanique. On a un œdème aigu sur la peau, et donc, il y a de l'eau qui passe sous la peau et qui crée des bulles. Ça, c'est dans n'importe quel œdème. N'importe quel œdème, même un œdème d'insuffisance cardiaque, on peut retrouver des flictènes. C'est vraiment mécanique. Toute cause un peu aiguë d'œdème. Vous ne trouvez aucun signe de gravité clinique et vous orientez donc vers un érésipèle. Quels sont les facteurs de risque reconnus d'érésipèle? Ouais. Obésité. Très bien. Très bien. Les deux, très bien. Ouais. Pas de diabète. Très bien. Pas de diabète. Parce que le diabète, c'est plutôt un facteur de risque de dermohypodermite nécrosante. Ouais. Très bien. Bravo. Donc, il n'y a aucun. Donc, ça, c'est les choses que vous recherchez, qui favorisent, en fait, toute porte d'entrée, hein, que ce soit un ulcère, un intertrigo, quoi que ce soit, toute porte d'entrée pour une bactérie, c'est un facteur de risque. Et après, le fait d'avoir un œdème chronique ou l'obésité, en fait, ça empêche le retour veineux. Donc, tout ça, c'est logique. Enfin, vous n'êtes même pas obligé de vraiment les retenir, quoi. Ça se comprend. L'obésité, ça empêche un bon retour veineux. L'insuffisance veineuse, le lymphœdème, ça empêche le retour veineux. Donc, ça favorise des infections dans un territoire qui est mal drainé, quoi. Mais est-ce que le diabète, ce serait pas un facteur de risque plutôt indirect? Via l'obésité, etc. Via les intertrigos? Ben, en fait, non. Là, on parle de... Ouais, ben, il y a des malperforants plantaires, mais à ce moment-là, on ne vous dirait pas le diabète de manière générale. Enfin, si juste un patient qui est diabétique, indépendamment de s'il est obèse ou pas,
il fera pas plus de dermohypodermite. Par contre, il fera des dermohypodermites potentiellement plus graves, nécrosantes, parce qu'il aura une immunodépression un peu propre au diabète, quoi. Mais là, on parle de indépendant de l'obésité qu'il pourrait avoir parce qu'il est diabétique. OK? Et juste l'action d'avant, le livédo, c'est quoi exactement? Le livédo, oui. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas des termes, à me dire, parce que des fois, moi, je trouve ça logique, mais ça n'est pas pour vous et c'est totalement normal. Livédo, c'est des plages de violacés. C'est pas de la nécrose, c'est vraiment une coloration de la peau qui est violette. Et ça va dans le spectre de la nécrose, du purpura, etc. En gros, c'est une mauvaise vascularisation et une souffrance de la peau. Tout ce qui est violet sur la peau, c'est inquiétant. À part les angiomes, etc. OK. Alors, quel est le germe le plus souvent d'un érysipèle? Le plus souvent responsable? Streptocoque. OK, il manque des choses. C'est quoi le groupe? Très bien, bravo. Ouais, c'est tout ça qu'il faut dire. C'est exactement, c'est ça, c'est aussi le streptocoque pyogenes. Alors, quels examens complémentaires réalisez-vous, du coup, devant cet érysipèle? Bravo. Aucun examen complémentaire dans l'érysipèle typique, non compliqué. Et par exemple, les prélèvements bactériologiques, on les fera plutôt si on est dans le spectre d'une dermohypodermite nécrosante. Hop. Ensuite, vous recherchez quels critères entraîneraient l'hospitalisation du patient. Ça, c'est un peu compliqué, mais c'est bien à savoir de savoir qu'est-ce qui vous fait dire quand vous voyez le patient aux urgences, est-ce que je l'hospitalise ou pas? Est-ce qu'il y a diabète bien équilibré? Non, très bien. C'est le diabète déséquilibré, exactement. Le doute diagnostique n'est qu'une forme nécrosante, bien sûr. Fièvre élevée, confusion, en effet. L'IMC de notre patient, c'était un petit piège, enfin, c'était pas facile. Il fallait calculer l'IMC qui était à 30,1, quelque chose comme ça. Et c'est l'obésité morbide qui est un critère d'hospitalisation. Donc IMC plus de 40. Donc pas l'IMC de notre patient. C'est un piège un peu bête, mais ils adorent faire ça, faire des calculs d'IMC, même si c'est pas la chose la plus simple. Donc nous, il a aucun critère, il va pouvoir être traité en ambulatoire. Quelles sont les mesures thérapeutiques à initier? Est-ce qu'il se repose et il surélève la jambe? Ouais, très bien. Est-ce qu'on lui met une anticoagulation préventive? Pourquoi? Ouais, mais